pas la fille de ton père, même pas celle de ta mère, de personne. Chaque fois, c'est les forces de la nature. Tu cries quand c'est trop dur de parler. J'ai déjà vu des films d'amour surexposés. C'est le plus beau des films que j'ai regardé. Alright, en face à face ou en one night. Je suis venue te dire que tu peux changer. J'ai vu un avenir de femme libérée, où tu portais le cuir et la tête rasée. J'ai vu ton avenir. Aujourd'hui lorsqu'on parle d'un avenir féministe, de l'urgence de construire un monde de paix démilitarisé. La guerre, on le sait, fait des ravages sur les femmes, sur leur corps, qui est considéré comme un butin de guerre, trop souvent. Les femmes qui doivent s'occuper de la vie quotidienne en temps de guerre, des tâches qui deviennent difficiles, souvent risquées, les femmes qui deviennent réfugiées en grand nombre, avec les risques de violences sexuelles qui vont avec. Les femmes assistées sociales se sentent aussi brimées dans leur liberté par le contrôle excessif de l'État. Par exemple, lorsqu'une personne assistée sociale devient en couple, on tient compte du revenu de l'autre personne qui établit la prestation de l'aide sociale, allant même jusqu'à couper totalement cette prestation. Puis ça arrive rapidement. Alors, alors que les personnes sur le marché du travail ont la liberté de gérer l'argent de leur couple, le gouvernement ne laisse pas cette option aux personnes assistées sociales. Parmi les femmes qui ont un handicap, 22% de celles-ci ont subi de la violence psychologique ou de l'exploitation, soit le double, encore une fois, de la proportion chez les femmes sans handicap. Aussi, 2 fois plus de femmes handicapées subissent des violences sexuelles. Donc, parmi les particularités de ce qu'une femme avec un handicap peut vivre dans une relation de violence conjugale, il y a entre autres le fait que l'agresseur va souvent utiliser son handicap, ses aides techniques, ou encore lui faire subir de la maltraitance par rapport à sa condition physique. Pour donner un exemple avec les aides techniques, le conjoint peut déplacer son fauteuil roulant dans une autre pièce alors qu'elle est dans le lit ou à la salle de bain. Et si le fauteuil roulant est une aide technique essentielle à la mobilité de cette femme, ça va l'empêcher de se déplacer sans fortement risquer de se blesser. En fait, il s'agit d'un rapport de force supplémentaire. Le conjoint violent va souvent négliger les besoins de la femme, par exemple au niveau de ses transports, au niveau de ses besoins d'hygiène, de sa médication, au niveau de l'accessibilité à ses moyens de communication ou tout autre besoin essentiel qu'il rend inaccessible dû à son handicap. De plus, la perception de l'entourage sera souvent erronée, l'agresseur étant perçu comme un héros, un sauveur qui s'occupe de sa pauvre conjointe handicapée. Dans notre société, il y a encore beaucoup de préjugés et de capacitisme systémique. Une femme qui est handicapée, ça n'implique rien d'autre que le fait qu'elle a un handicap. Une femme handicapée n'est pas une enfant et elle ne manque pas de jugement. Une femme handicapée ne veut pas dire une femme asexuée. Les femmes qui ont un handicap peuvent tout autant développer une vie sexuelle. Ça a d'ailleurs été un des sujets les plus populaires de nos cafés rencontres cette année. En revanche, dans une situation de violence conjugale, la sexualité de la femme peut faire l'objet de violence. Je vais vous lire un autre témoignage du guide de ressources à ce sujet. Quand il me taponnait,
Parce que là, des fois, ben, j'ai des moments, des journées, je n'étais pas capable de sortir, admettons, du lit aussi facilement. C'est juste que si je finissais pas par faire ce qu'il voulait, ben ça allait être l'enfer. Encore plus et plus et plus. Avant que ça explose, j'achetais des moments de paix. Donc, pour terminer, on est loin d'avoir partout l'accessibilité physique aux services de soutien qui existent en théorie pour toutes les femmes. À Québec, il n'y a qu'une seule chambre adaptée et confirmée dans une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences. À l'heure actuelle, il n'existe pas non plus de protocole d'urgence officiel pour... C'est aberrant car ce sont encore les femmes qui écopent de tout cela. La création des CPE, c'est ce qui a grandement favorisé les femmes à aller sur le marché du travail. En ce moment même, il manque tellement de place que les femmes sont prêtes à retourner au travail, mais elles ne peuvent pas le faire, faute de place pour leurs enfants. On voit sur les réseaux sociaux des mères qui vantent leurs enfants avec des photos, des descriptions vendeuses pour essayer de trouver une place. C'est vraiment dramatique. Puis comme les salaires des hommes sont souvent plus élevés que les salaires des femmes, donc le choix revient encore à la femme de sacrifier sa carrière, d'attendre d'avoir une place pour son enfant. Durant ce temps, les femmes sont encore pénalisées, ne cotiseront pas leur fonds de pension, ne cumuleront pas d'ancienneté, ni d'expérience pour avoir des postes avec des meilleures conditions de travail et des meilleurs salaires. Donc, c'est une roue qui est sans fin. Donc, les impacts sont grands là, de cette lutte des CPE parce que tout ça fait que ça maintient les femmes dans la pauvreté, ça les empêche d'avoir une autonomie financière, tout ça parce qu'elles ont fait le choix d'avoir des enfants. Ces choix de société, lors de la lutte, de ne pas reconnaître les travailleuses en CPE, bien, ça a eu un impact, oui, sur les femmes qui travaillent, mais sur les enfants, sur les familles du Québec, sur l'éducation des enfants. Les données montrent qu'il y a... Je suis la fille de plusieurs mères, de tricoteuses aux doigts crochus, de belles fermières au cœur fendu, de couturières rafistoleuses, de vieux tissus dépareillés, de filles de joie, de rue, de peine, aux 1000 sourires qui valent 5 cents. Des mères, j'en ai 1000. Je suis la fille de plusieurs mères, de femmes voilées sans chevelure, enrubannées de belles parures, des diseuses de bonne aventure aux sœurs cloîtrées rue des Pignons, à la grosse femme du général prise du cancer des opinions. Des mères, j'en ai 1000. Je suis la fille de plusieurs mères, de féministes au crâne rasé, de carriéristes en pantalon, défonçant tous les stéréotypes, cris aigus, blasphèmes, poings serrés, bande de jaloux, entendez-nous, vos culottes sont remplies de trous. Des mères, j'en ai 1000. Je suis la fille de plusieurs mères, d'équilibristes, contorsionnistes, de femmes à barbe avec pénis, danseuses, chanteuses, marionnettistes. Du matin jusqu'au lendemain, chaque jour est une corvée de plus, laver, torcher tous les tigus. Des mères, j'en ai 1000. Je ne suis pas une femme modèle. J'aime qu'on me défende, qu'on me protège. Je ne changerai sûrement pas le monde de mes chants ou de mes discours. Je veux seulement semer l'amour. Je suis la mère de plusieurs filles, de tomboys, de tigres manqués, de princesses, de Barbie chromées, de petites bolées, de délinquantes aux souliers toujours détachés, de ricaneuses, joueuses de tours, romantiques au cœur de velours. Des filles, j'en ai 1000. Ce ne sont pas des filles modèles, mais méritent le respect. Leurs chants et leurs nombreux discours ne changeront peut-être pas le monde, pourvu qu'elles perpétuent l'amour. Nous sommes les mères de plusieurs filles, aux yeux brillants, remplis d'espoir. Nous sommes les filles de milliers de mères, portant fièrement le doux flambeau du feu vivant au cœur des femmes. On entendait « vous méritez plus, c'est vrai que votre salaire n'est pas à la hauteur ». Même si tout ça était dit haut et fort, bien,
Il a fallu plus de 18 jours de grève, dont 8 jours de grève générale et limitée. Comme si des bravos, des merci, des vous êtes extraordinaires allaient faire l'affaire et que toutes ces travailleuses-là allaient se faire et ne rien faire parce qu'on les complimente. Ben, c'est pas ça qui s'est passé et ça n'a pas passé. Je vous dirais que les travailleuses, là, ça faisait longtemps et ils étaient prêts à aller jusqu'au bout. Ils avaient vécu beaucoup des moments difficiles durant la pandémie. Ils étaient là depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020. Elles vivaient aussi l'exode de leurs collègues de plus en plus. Les parents qui étaient désespérés par des risques de fermeture de groupes, faute de personnel. Parce qu'il faut se le dire, les cégeps ont de moins en moins d'inscriptions dans ce domaine-là. C'est pas parce que c'est pas un métier extraordinaire, mais parce que c'est pas reconnu au niveau du salaire versus les études collégiales. Puis il y a la charge de travail aussi qui a augmenté avec les exigences du ministère. La reconnaissance n'était toujours pas là. Juste pour donner un exemple, en 2021, l'Institut des statistiques du Québec nous a révélé que les salaires des hommes ont augmenté de 2,7 % comparativement au salaire moyen des femmes qui a augmenté de seulement 1,5 %. Je ne comprends pas que même en pleine pandémie, pendant que la majorité des métiers qui sont au front sont des métiers majoritairement féminins, on le sait, les métiers qui sont à forte majorité occupés par des femmes sont des emplois dans la santé, l'éducation. Et pourquoi l'augmentation salariale est encore plus basse chez les femmes? C'est parce qu'on part de plus loin. À un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'on le rattrape, ce fameux retard. C'est pas croyable qu'encore aujourd'hui, on n'est pas capable d'améliorer les salaires des métiers exercés majoritairement par des femmes, puis qu'il faut se battre, puis qu'il faut aller en grève, puis il faut la faire, la lutte pour ça. La grève des CPE, c'est un bon exemple. Puis je pense qu'il faut se sentir tous concernés par cette lutte-là. Une meilleure reconnaissance de ce travail-là, un meilleur salaire, a des impacts pour tous. Cette grève, c'était aussi la qualité des services, la survie des CPE, notre capacité à avoir des places pour tous les enfants. Si un plus grand nombre d'étudiants choisissent ce domaine, le plan d'ouvrir davantage de CPE pour que chaque enfant ait sa place a beaucoup plus de chances de se réaliser. Je pense sur le statut d'immigration des femmes immigrantes victimes de violences conjugales, on va comprendre mieux les intersections des oppressions qui rendent cette femme-là vulnérable et se retrouve dans de l'extrême pauvreté. Prenons rapidement le cas d'une femme immigrante, mère d'un bébé de 13 mois, avec un permis de travail qui est lié à celui de son conjoint et qui allait expirer dans peu de temps. Battue par son conjoint, une amie l'a aidée à appeler la police car cette femme-là, elle parle peu français. Mis à part, elle s'est rendue en maison d'hébergement pour être dans un endroit sécuritaire. Donc, mis à part la violence conjugale, cette femme-là se retrouve dans un carrefour où elle est devenue sans statut, sans emploi, sans accès aux services de santé et elle a la DPJ dans sa vie. Tout ceci, c'est pour vous dire que le statut d'immigration d'une femme violentée, d'une femme victime de violences conjugales, c'est un élément très important pour identifier le niveau de pauvreté et chercher des ressources, des solutions appropriées. On peut citer les femmes sans statut, les femmes en attente d'un statut d'immigration ou les femmes ayant un statut précaire, par exemple les demandeuses d'asile, les femmes dont la demande d'asile a été refusée, les femmes en attente d'un parrainage de la résidence permanente qui ont été parrainées par leur conjoint. Ces femmes-là se retrouvent encore plus dans une situation vulnérable face à la violence conjugale. Puis on veut aussi prendre la parole, puis on connaît nos réalités, puis je pense que on est les meilleures personnes pour dire qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce que nos communautés ont besoin, puis qu'est-ce que, dans le fond, toutes les Autochtones ont. En tout cas, ils essayent par tous les moyens. Puis en même temps, on a des bons alliés à l'Automne aussi. Ça, je pense qu'on est capable de s'apporter l'un à l'autre. Je pense que c'est ça. Selon moi, c'est la convergence des luttes. Se rendre compte qu'on se bat tous contre la même chose. Hein? Puis pour y arriver, il ne faut jamais perdre de vue l'ennemi commun. Le trio capitalisme, patriarcat, racisme. Hein? Si
on est des groupes de la population opprimés, mais c'est parce que ces trois systèmes d'oppression-là fonctionnent main dans la main pour qu'il y ait des gens qui tirent profit, qui surexploitent notre temps, nos identités et nos corps. Parce que quand on regarde ça, à la base, on a les mêmes luttes. On veut tout le monde mettre fin aux violences qu'on vit sur une base quotidienne. On veut l'autonomie corporelle, on veut l'autodétermination, on veut des meilleures conditions de vie. On veut tout le monde la même chose. Parce que ce que je souhaite, c'est qu'on ait, comme en tant que milieu, en tant que mouvement féministe, c'est qu'on ait une réflexion, puis qu'on souhaite tout le monde ensemble bâtir un mouvement féministe qui est inclusif des personnes trans et solidaire de toutes les personnes marginalisées. Parce qu'il ne faut jamais, jamais oublier qu'on fait tout le monde partie du même système. Et que finalement, on se bat à la base de la pyramide contre exactement le même ennemi, le capitalisme et sa dynamique de surexploitation. Des plafonds de mépris, des plafonds de poches vides, des plafonds de ventre creux, des plafonds de poches sous les yeux, des plafonds de guerre et de chair, des plafonds de psychose temporaire, des plafonds filles ou garçons, des plafonds de « je te demande pas ton opinion », des plafonds de mansplaining, des plafonds de maman solo, des plafonds de béquet bobo, des plafonds de linge sale, des plafonds de planification, des plafonds d'agenda valanche, des plafonds de trauma en flashback, des plafonds de mains pas choisies, des plafonds de deuil infini, des plafonds de décorporalisation, des plafonds de petits caractères, des plafonds de bébés coliques, des plafonds neurotypiques, des plafonds jamais écrits en braille, des plafonds de lettres qui se mélangent, des plafonds de revues ridicules, des plafonds de boys club bien intentionnés, des plafonds de verre, des plafonds barrières et des greniers, cimetières, où entreposer tout ce que tu aurais pu être.